On se pose souvent la question, pourquoi la communauté de l'anneau n'est-elle pas entrée au Mordor par l'Est? Après tout, si l'Ouest semblait surveillé, si la porte noire était imprenable, peut-être que l'autre côté offrait une échappatoire. Mais en réalité, ce choix n'était pas anodin. Dans un monde où chaque chemin pouvait être un piège, où chaque pas pouvait condamner la quête, la route à prendre devenait une décision vitale. Alors, existait-il vraiment une alternative plus sûre? Ou bien, dès le départ, tous les chemins menaient inévitablement vers l'ombre de Sauron? Si vous voulez continuer à marcher avec moi sur les sentiers de la Terre du Milieu, abonnez-vous et laissez un like, car même la communauté avait besoin d'alliés pour ne pas se perdre. Mordor n'est pas simplement un territoire sur une carte. C'est une cicatrice au cœur de la Terre du Milieu, une enclave hostile façonnée par la géographie et par la volonté d'un maître noir qui en a fait son bastion. Pour comprendre pourquoi la communauté ne pouvait y entrer par l'Est, il faut d'abord saisir la nature même de cette terre, un piège, une forteresse naturelle dont les frontières semblent avoir été dressées par le destin pour contenir, ou au contraire protéger, l'ombre de Sauron. Mordor est cerné de montagnes presque infranchissables, formant une muraille colossale autour de plaines arides et de volcans fumants. Au nord, se dressent les Eiffels d'Uat, les montagnes de l'ombre, et à l'ouest, les Ered Litui, les montagnes de cendres. Ces chaînes rocheuses ne sont pas de simples reliefs, elles sont abruptes, coupées de falaises et de gorges profondes, percées de rares passes étroitement surveillées. On pourrait croire que le Mordor est une forteresse construite de main d'homme, mais en vérité, c'est la nature elle-même qui a érigé cette barrière, et Sauron n'a eu qu'à en tirer parti pour transformer l'ensemble en une citadelle imprenable. À l'est du Mordor, on trouve les vastes plaines du Nurnan. Contrairement à l'image que l'on se fait d'un Mordor entièrement brûlé et désolé, ces régions sont fertiles. Le lac de Nurnan irrigue les terres environnantes, permettant l'existence de cultures immenses, entretenues par des esclaves. C'est là que Sauron nourrissait ses légions, dans un paysage moins stérile qu'au nord ou à l'ouest, mais bien plus dangereux en raison de la présence constante de soldats, de forteresses et de peuples soumis à l'ombre. Loin d'être un passage oublié, Lé était donc le ventre logistique du Mordor, l'endroit où se concentraient ses forces et ses réserves. Comparons maintenant cette façade orientale aux autres frontières. À l'ouest, se trouvent l'Ithilien et le Gondor, des terres anciennement prospères mais ravagées par la guerre. C'est une région disputée, où la vigilance de l'ennemi est certes forte, mais où les résistances humaines et les ruines anciennes offrent quelques refuges temporaires. Ce côté du Mordor, bien qu'hostile, n'est pas totalement verrouillé, des chemins secrets, comme celui de Cirith Ungol, existent, et c'est précisément là que Frodon et Sam finiront par passer. Au nord, la Moranon, la Porte Noire, est l'entrée la plus visible, et aussi la plus terrible. Construite pour intimider autant que pour défendre, elle se dresse entre les deux chaînes montagneuses comme un rempart infranchissable. Des tours de garde, des murailles noires et des armées stationnées en permanence en font un goulet où toute tentative d'intrusion serait aussitôt remarquée et écrasée. La Moranon n'était pas une route possible, c'était un piège ouvertement tendu à quiconque aurait osé défier Sauron. Quant au sud, il mène vers des régions moins connues, bordées par la mer de Nörn et proches des terres des Haradrim, alliés traditionnels de Sauron. Si l'on voulait contourner Mordor par ce flanc, il aurait fallu traverser des déserts arides, puis affronter des peuples entièrement dévoués à l'ombre. Ce chemin, long et périlleux, aurait été encore plus impraticable pour une petite compagnie comme celle de l'Anneau, surtout sans armée pour détourner l'attention. Ainsi, quelle que soit la direction que l'on considère, Mordor se révèle être une cage inversée. Non pas une prison où l'on enferme des prisonniers, mais une forteresse où le maître du mal s'enferme lui-même, entouré de ses armées, sûr que nul ennemi ne pourrait franchir ses murailles. Chaque accès est gardé, chaque passage surveillé. Entrer, c'était se livrer à l'œil de Sauron, et espérer passer par l'Est n'aurait fait que jeter la communauté dans la gueule du loup. Mordor n'est pas seulement un lieu, c'est une entité, une géographie au service d'une volonté malveillante. Ces montagnes dressées comme des remparts, ces plaines servant de greniers à des armées innombrables, ces portes closes et ces frontières occupées font de lui un piège parfait. Rien n'y entre sans être vu, rien n'y bouge sans être guetté par l'ombre du Seigneur ténébreux. Et c'est précisément cette réalité, implacable et étouffante, qui explique pourquoi le choix de la route n'était pas une question de préférence, mais de survie. À première vue, on pourrait croire que l'est du Mordor représentait une faille dans cette forteresse naturelle. Là où l'ouest était surveillé par des forteresses visibles et la Porte Noire, les semblait moins connue, moins décrit dans les récits. Pourtant, cette impression est trompeuse, c'est un faux espoir. Car cet espace, loin d'être vide, constituait en réalité le cœur logistique et stratégique du pouvoir de Sauron. Le Nurnan, vaste lac intérieur, irriguait des plaines fertiles.
Autour de lui s'étendaient des terres cultivées à grande échelle, entretenues non par des paysans libres mais par des esclaves, captifs des guerres et des razzias menées par les armées de l'ombre. Ces champs immenses n'étaient pas une oasis accueillante, mais la preuve implacable de l'organisation militaire de Mordor. Nourrir des légions innombrables exigeait une production continue, protégée par des garnisons et des fortifications. Ainsi, là où l'on aurait pu chercher une voie plus sûre, la communauté n'aurait trouvé que des patrouilles, des tours de garde et des régiments prêts à défendre la richesse vitale de Sauron. Et il n'y avait pas que les forces locales. L'est du Mordor était également le point de convergence de peuples entiers soumis à l'ombre. Les Orientaux, appelés Easterlings, étaient des alliés farouches de Sauron. Issus de contrées lointaines, ils avaient été séduits ou asservis par sa puissance et marchaient désormais à son service. Armés, disciplinés et nombreux, ils constituaient une menace redoutable, plus imprévisible que les orques eux-mêmes. Les chroniques racontent que, lorsque Sauron déployait ses armées, une grande partie de leur rang provenait justement de ces peuples de l'Est. En comparaison, l'ouest de Mordor, bien que dangereux, présentait des failles. L'Ithilien, ravagé mais encore parcouru par des résistants du Gondor, offrait des cachettes temporaires. Les terres en ruine, les forêts clairsemées et les vallées oubliées permettaient parfois de se dissimuler, de contourner les routes principales. Mais à l'est, rien de tel n'était possible. Là-bas, la soumission était totale, et chaque colline, chaque champ, chaque forteresse servait directement l'ennemi. La différence est essentielle, l'ouest était un territoire disputé, fragmenté, où l'ombre de Sauron rencontrait encore la résistance des hommes libres. L'est, en revanche, était un domaine verrouillé, une zone où l'autorité du Seigneur ténébreux régnait sans partage. Le passage par cette région aurait forcé la communauté à affronter non pas la vigilance isolée de quelques orques, mais l'attention constante de forces organisées, coordonnées et infiniment supérieures en nombre. Et il faut imaginer ce que cela aurait signifié pour une petite compagnie sans armée ni soutien. Traverser l'Est aurait imposé de parcourir des centaines de kilomètres de terres ennemies, sans répit, sans alliés, et sous le regard permanent des serviteurs de l'ombre. Chaque campement aurait été repéré, chaque déplacement aurait laissé une trace, et très vite, la mission secrète de l'anneau aurait été dévoilée. D'autant plus que Sauron, loin d'ignorer cette région, y concentrait une part cruciale de sa puissance. Les Easterlings, mais aussi d'autres peuples soumis, tels que les hommes du Sud et diverses tribus orientales, prêtaient serment à l'ombre. Pour eux, Mordor n'était pas un lieu craint, mais une puissance protectrice et dominante. Avancer dans cette direction aurait donc signifié pénétrer non seulement dans une terre hostile, mais dans une civilisation entière tournée contre la communauté. Le contraste avec l'Ouest devient alors évident. Là-bas, la guerre et la vigilance de l'ennemi créaient des ouvertures. Ici, tout était verrouillé, organisé, aligné pour servir une seule cause, la domination de Sauron. On comprend alors que l'idée d'un passage oriental n'était pas seulement irréaliste, mais suicidaire. Là où l'Ouest offrait encore la possibilité du secret et de la diversion, les promettait une confrontation directe, frontale, contre des forces supérieures en nombre et en organisation. Pour la communauté, choisir cette route aurait été comme se jeter volontairement dans une bataille qu'elle ne pouvait pas gagner. Ainsi, l'Est du Mordor, loin d'être une opportunité, n'était qu'un mirage. Un chemin qui, en apparence, pouvait sembler moins gardé, mais qui, en vérité, concentrait les ressources, les alliés et les armées les plus fidèles du Seigneur des Ténèbres. Passer par là, ça aurait été défier Mordor sur son propre terrain, au cœur même de sa puissance. Et dans une quête où l'ombre de Sauron devait être trompée, où l'anneau devait voyager dans le secret, il n'y avait pas de pire choix possible. La communauté de l'anneau n'était pas une armée. Elle ne disposait ni de la force brute des royaumes, ni du nombre nécessaire pour défier Mordor sur le terrain. Son arme véritable, son seul atout, résidait dans le secret. Gandalf et Elrond l'avaient compris dès le départ, jamais l'anneau unique ne pourrait être porté à l'ordre l'un par la puissance militaire des hommes ou des elfes. Car Sauron, qui avait érigé Mordor comme une forteresse imprenable, n'aurait pas hésité à déployer des armées entières pour écraser quiconque s'approcherait frontalement de ses terres. La seule chance résidait dans la discrétion, dans une ruse assez audacieuse pour détourner l'attention même de l'œil. Si l'Est avait été choisi, cette logique aurait immédiatement volé en éclats. Traverser ces régions fertiles et peuplées de l'ombre, parcourir des plaines surveillées par des garnisons, signifiait s'exposer à chaque instant. Chaque pas aurait pu être signalé, chaque silhouette repérée. La compagnie n'aurait pas eu l'ombre d'une chance de se glisser inaperçue. L'idée même de se fondre dans la masse y était impossible, l'Est était trop organisé, trop occupé par des peuples alliés à Sauron, pour qu'une poignée de voyageurs puisse s'y dissimuler.
Le plan de Gandalf, en revanche, reposait sur une stratégie bien plus subtile. Pendant que le monde libre devait affronter Mordor au grand jour, attirer son regard, détourner son attention, l'anneau suivrait un chemin inattendu. Non pas porté par des rois, des capitaines ou des héros éclatants, mais par deux hobbits, insignifiants aux yeux du Seigneur ténébreux. C'était là la plus grande ruse, utiliser l'humilité, la petitesse, comme un voile protecteur. Cette logique explique aussi pourquoi la guerre ouverte menée par le Gondor et le Rohan n'avait pas seulement une valeur militaire. Les batailles, les charges, les sièges, tout cela constituait une diversion colossale. Chaque cavalier du Rohan, chaque soldat du Gondor, chaque cri sur le champ de bataille avait un rôle, attirer la vigilance de l'œil, l'absorber, pour que celui-ci se détourne de la menace réelle. Car la véritable attaque, celle que Sauron ne pouvait concevoir, ne viendrait pas des armées, mais des pas hésitants de Frodon et de Sam, avançant dans le secret vers les flancs du Mont Destin. Dans ce plan, l'invisibilité de la mission était plus précieuse que n'importe quelle victoire militaire. Un affrontement à l'Est aurait anéanti cette logique. Non seulement la compagnie aurait été repérée, mais elle aurait entraîné sur elle toute la colère des forces ennemies, révélant du même coup l'existence de l'anneau et la nature de sa mission. Gandalf et Elrond savaient qu'il ne fallait jamais éveiller les soupçons de Sauron. La réussite dépendait non pas de la force, mais de l'oubli, de l'indifférence que l'œil accordait au petit peuple qu'il méprisait. Il faut donc imaginer la Terre du Milieu comme une vaste scène où deux drames se jouaient simultanément. D'un côté, les armées libres affrontaient Mordor, s'exposant volontairement au regard de l'ennemi, au prix de leur sang et de leur vie. De l'autre, loin de l'éclat des batailles, deux êtres minuscules avançaient dans les ténèbres, porteurs d'un fardeau dont dépendait le sort du monde. Et c'est précisément parce que l'ombre de Sauron se focalisait sur les batailles qu'il ne put deviner le piège. Son regard, fixé sur le Gondor et le Rohan, se détourna du chemin réel de l'anneau. On comprend alors que la logique de cette quête était presque paradoxale. Tout effort devait être visible, bruyant, dramatique, pour masquer le véritable chemin, qui lui devait rester invisible. Le succès ne résidait pas dans l'éclat d'une victoire militaire, mais dans le silence, dans la dissimulation, dans l'absence même d'attention. En fin de compte, le secret et la diversion formaient les deux piliers de la stratégie. Sans l'un, l'autre devenait inutile. Sans diversion, le secret aurait été découvert. Sans secret, la diversion n'aurait eu aucun sens. Et c'est dans cet équilibre fragile, entre la lumière aveuglante de la guerre et l'ombre silencieuse du voyage des hobbits, que résidait la chance, infime mais réelle, de vaincre Sauron. Ainsi, il ne s'agissait pas de choisir le chemin le plus court, ni même le plus praticable. Il s'agissait de choisir le seul chemin qui pouvait tromper l'œil. Pourquoi la communauté n'est-elle pas entrée par l'Est? La réponse est désormais claire, parce que c'était le chemin le plus périlleux, le plus surveillé, et celui où la dissimulation aurait été impossible. Loin d'être une alternative, l'Est représentait le cœur battant de la puissance de Sauron, le lieu où ses armées, ses alliés et ses ressources s'alignaient en un mur infranchissable. En vérité, la compagnie n'avait qu'une seule chance, fragile, presque insensée, s'avancer par l'ouest, traverser l'Ithilien ravagé, contourner les forteresses et espérer que, dans le tumulte des batailles, l'œil de Sauron se détourne de son véritable ennemi. Ce choix n'était pas le plus direct, ni le plus sûr, mais c'était le seul où le secret pouvait encore être préservé. Et c'est là que réside toute la force de ce récit, comprendre que le chemin vers la victoire n'est pas toujours celui que la logique la plus simple nous indique. Parfois, en terre du milieu comme dans nos propres vies, ce n'est pas la route la plus rapide ou la plus facile qui mène à la délivrance, mais celle qui semble la plus ardue, la plus incertaine. Le courage consiste alors à marcher malgré tout, à persévérer dans l'obscurité, en sachant que chaque pas compte. Ainsi, la communauté nous enseigne une vérité intemporelle, il existe des voies qu'on aimerait emprunter mais qui ne mènent qu'à la chute, et d'autres, plus longues, plus rudes, mais qui seules permettent de triompher. Et si vous aussi vous souhaitez continuer ce voyage à travers les mystères de la Terre du Milieu, rejoignez la communauté de cette chaîne, abonnez-vous, laissez un like, et avancez avec nous. Après tout, même les plus petits gestes peuvent faire basculer le destin.